À l'aube, alors que la lumière dorée du soleil s'élève au-dessus de l'océan Indien, le marché aux poissons de Negombo s'éveille. Les bateaux de pêche, colorés et usés par les vagues, reviennent chargés de leur butin, thon luisant, espadons imposants, raies aux ailes déployées, calamars translucides, crevettes roses encore frétillantes. L'odeur du poisson frais se mêle à celle des épices, des fruits tropicaux, et des légumes vendus à proximité, créant une ambiance unique, vivant. Sur les étals improvisés, les poissons sont triés, découpés, salés, étalés à sécher au soleil. C'est ici, sur la plage même, que la vie bat son plein, une symphonie de cris, de rires, de clapotis et d'odeurs salées. Les pêcheurs, les mains calleuses et le regard vif, déchargent leur pêche à même le sable, sous les yeux des oiseaux marins, goélands, sternes, corbeaux, qui guettent la moindre proie. Les femmes, coiffées de foulards, négocient avec énergie, tandis que les acheteurs, locaux ou touristes, choisissent parmi les prises du jour. C'est un spectacle humain, brut, coloré, où chaque geste raconte une histoire de tradition, de labeur et de résilience. Le marché, ouvert du lundi au samedi, a vu le jour en 2008, après la fin de la guerre civile, pour redonner vie à cette ville côtière. Le poisson séché tient une part importante dans la gastronomie de l'île. Au lever du jour, le rocher du Lion se dresse majestueux, au cœur de la plaine verdoyante du centre du Sri Lanka, comme un géant de pierre sculpté par le temps. Sa silhouette imposante, haute de près de 200 mètres, domine la jungle. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le rocher du Lion est surnommé par les locaux, la forteresse dans le ciel. Les jardins royaux qui entourent la forteresse, méritent autant d'attention que le rocher de Sigiriya lui-même. Dès que vous entrez sur le site, vous arrivez dans les jardins d'eau. Des bassins et des réservoirs, de formes variées, sont reliés par des canaux souterrains, et des systèmes hydrauliques ingénieux. Après avoir usurpé le trône, le roi Kassapa, fils illégitime du roi Datu Sena, a construit Sigiriya comme forteresse imprenable, et comme capitale. Craignant la vengeance de son frère, il a choisi ce site stratégique pour sa sécurité. La forteresse était équipée d'un système hydraulique incroyablement avancé, de jardins paysagers, et de structures défensives impressionnantes. Une fois les jardins traversés, l'ascension commence. Après être passé sous une voûte rocheuse naturelle, une volée de marche, rectiligne et bien taillée, permet d'accéder sur la face sud du rocher. À partir de cet endroit, les marches sont beaucoup plus irrégulières, et l'ascension plus difficile. En continuant l'ascension, le passage débouche sur un escalier métallique en colimaçon, qui permet l'accès à la galerie rupestre, où sont peintes les demoiselles de Sigiriya. Il en reste aujourd'hui 21. Il s'agit de portraits féminins, parfaitement conservés. À l'origine, on en dénombrait environ 500, sur les parois du rocher. Aujourd'hui, seules 21 sont accessibles aux visiteurs. Plusieurs opinions circulent, quant à l'identification des femmes représentées. Certains y voient des sortes de nymphes célestes, d'autres considèrent qu'il s'agit de courtisanes, ou de concubines. Ce serait une évocation des 1000 courtisanes qui, selon la légende, entouraient le roi Kasyapa, d'autres encore, croient qu'il s'agit de servantes. Le passage débouche sur une dernière volée de marche, qui amène à une large terrasse, où on découvre les fameuses pattes de lion, deux immenses colonnes de granit, qui soutenaient autrefois une statue de lion massive, gardienne symbolique de l'ancienne forteresse. Nous sommes au pied de la dernière montée, sur le flanc du rocher. La ville est alimentée en eau, par un système très ingénieux, qui permet, à partir d'une canalisation souterraine creusée dans le rocher, d'aller chercher l'eau d'un réservoir, situé en hauteur, à quelques centaines de mètres du rocher. Cette eau permettait à la ville d'être une sorte d'oasis, avec ses fontaines, ses bassins, ses jardins paysagers, et ses allées ombragées. Le sommet révèle enfin la terrasse royale, où jadis se dressait le palais du souverain. Marcher parmi ces ruines permet d'imaginer la vie fastueuse du palais, entouré de murailles et rouvert sur l'infini de la nature sauvage. Les bassins taillés dans la pierre témoignent encore de savoir-faire élaboré pour capter et stocker l'eau au sommet.
la magnifique cité de Kandy, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est réputée pour son lac tranquille et son ambiance paisible, ce qui en fait un lieu de pèlerinage et de visite incontournable. Le temple de l'Adam se distingue par son architecture élégante, qui mélange harmonieusement les styles singhalais, indien et colonial. Ses toits en pagode, ses colonnes sculptées, et ses murs ornés de fresques, racontent des histoires de dévotion et de résistance, comme un livre d'histoire vivant. Au-delà de sa beauté architecturale, le temple de l'Adam est le gardien d'une relique sacrée, la dent de Bouddha. Considérée comme l'une des plus précieuses reliques du bouddhisme, cette dent apporte une immense importance spirituelle. Les croyants affirment qu'elle représente la présence même de Bouddha sur Terre, et elle attire des milliers de fidèles et de visiteurs chaque année. À l'intérieur du temple, se trouvent des éléments décoratifs, qui vont au-delà du simple esthétisme, des sculptures en bois finement travaillées, des lanternes flottantes, des motifs floraux, et de nombreuses statues de Bouddha. Dambula est une étape clé d'un voyage au Sri Lanka. Juste en dessous des grottes de Dambula, vous trouverez la statue dorée de Bouddha, l'une des plus grandes du Sri Lanka, 30 mètres de haut. Sur le côté de ce temple, il faut ensuite monter de nombreuses marches pour accéder aux fameuses grottes du Temple d'Or, c'est le Golden Temple, aussi appelé Rock Temple ou Cave Temple, classé à l'UNESCO. Ce temple rupestre se compose de plus de 80 grottes situées dans un gros rocher à 160 mètres de hauteur au-dessus de la plaine environnante. La grotte numéro 1 possède notamment une grande statue du Bouddha Nirvana, en position allongée, d'une longueur d'environ 14 mètres. La grotte numéro 2 est la plus grande, et la plus spectaculaire, avec une longueur d'environ 52 mètres, une largeur d'environ 23 mètres, d'innombrables statues de Bouddha, des stupas et des fresques vives. La grotte numéro 4 présente 10 statues de Bouddha, de taille similaire, en posture de méditation. Le système des grottes de Dambula contient un total de plus de 150 statues de Bouddha, 3 statues de rois sri-lankais, 4 statues de dieux et déesses, ainsi que 2 statues de dieux hindous, Vishnu et Ganesha, et des peintures murales, sur une superficie de 2100 mètres carrés. Le Sri Lanka est un des derniers pays d'Asie, où l'on trouve encore des éléphants sauvages. Mais cela pose de graves problèmes. De 2015 à 2024, environ 1200 personnes, et 3500 éléphants, ont été tués dans le pays, lors d'incidents survenus entre humains et animaux, source gouvernementale. L'expression « conflit homme-éléphant » fait référence aux interactions négatives, entre les éléphants et les êtres humains, qui se produisent lorsque les éléphants pillent les récoltes, détruisent les propriétés, et causent des dommages aux personnes, ou simplement parce que les personnes envahissent les habitats naturels des éléphants, déclenchant des comportements défensifs, qui peuvent causer des blessures, ou la mort de personnes et d'éléphants.